Si notre pays est né pauvre ou s'il est devenu pauvre. C'est, je crois, la question essentielle de notre réflexion. Et en posant textes africains sont tout simplement de prétextes qui s'inscrivent dans la dynamique de conservation ou de conclusions intéressantes, c'est là aussi, dans ces débats apocryphes et des perspectives. Mais ils n'ont pas permis à ce texte d'être appliqué. Président disant que s'agissant de l'histoire de la Constitution, dit la loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution de celle donc de 64. Mais s'agissant du constituant des 7 dernières, s'agissant de son constituant, vous avez indiqué le fait que ce n'était pas un constituant. J'aurais aimé vous entendre des premières constitutions comme de celle-ci, l'actuelle, il y a un problème belligérant, ne représente pas un constituant républicain. Vous êtes exprimé en scientifique, très bien. Alors maintenant, nous allons donner la parole au président de l'UNC, le camarade Vital Kamere, ancien président de l'Assemblée, qui lui non plus n'a pas sa langue en poche. Merci. Après avoir écouté le professeur Njoli, je me sens requinqué parce qu'il a abordé des questions que j'ai évité d'aborder ici pour ne pas donner l'impression que nous allons transformer la tribune de Palou en un espace où nous devons réinventer Sal City. Mesdames et messieurs, c'est avec humilité et un sens aigu de responsabilité que je prends la parole devant vous pour répondre à l'invitation qui m'a été lancée par les amis de Palou pour parler du processus de paix en RDC et dans la région des Grands Lacs. Avant d'aborder ce sujet, je voudrais du fond de mon cœur et avec toute l'émotion qui m'étreint à ce moment, remercier le secrétaire général du Palou, le patriarche Antoine Gizenga, son secrétaire permanent, M. Willy Makiash, et M. le Premier ministre honoraire Mouzito, modérateur du jour, pour l'honneur qui m'est fait de prendre la parole à l'occasion du jubilé d'or du Palou, pour vous entretenir d'un sujet qui tient à l'avenir de la RDC et de l'ensemble de la région des Grands Lacs. Mes remerciements s'adressent enfin aux cadres, militantes et militants du grand parti, le Palou, ainsi qu'à tous les invités ici présents pour l'attention particulière qu'ils vont daigner réserver à mon message. La région des Grands Lacs est constituée de plusieurs pays, mais 4 d'entre eux sont plus concernés par les questions des conflits récurrents. Il s'agit, vous vous en doutez, du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo, notre pays. Il faut souligner tout de suite, et comme nous allons le démontrer, que la RDC, notre pays, n'a pas de culture belliciste et ne fait que subir. Elle est le refuge naturel de tous ceux qui, au cours des ans, fuient les guerres interethniques dans les pays voisins. En effet, la situation d'antagonisme entre des groupes ethniques au Rwanda et au Burundi, due à la politique coloniale de diviser pour mieux régner, est à la base de plusieurs massacres et guerres civiles, avec comme conséquence notamment les vagues successives des réfugiés rwandais et burundais sur le territoire de la République démocratique du Congo. Si pendant longtemps ces conflits s'est déroulé au Rwanda et au Burundi depuis un peu plus de 16 ans, ces 2 pays, suite à certaines erreurs de la communauté internationale, ont réussi à transposer les conflits internes sur le territoire de la République démocratique du Congo, dont l'Est est aujourd'hui le théâtre d'une véritable tragédie humaine. Les bilans établis par les ONG internationales et les Nations Unies font état de plus de 5 millions de morts, plusieurs centaines de milliers de femmes violées,
plusieurs villages brûlés, plus de 2 millions de déplacés internes, des Congolais réfugiés dans leur propre pays. Mesdames et messieurs, il serait fastidieux pour nous de vous entretenir dans les détails sur toutes les rencontres et tentatives de paix, mais il ne serait pas superflu de rappeler que c'est à la suite de la décision du 27 juillet 1998 de M. Laurent Désiré Kabila, président de la République démocratique du Congo de l'époque, visiblement excédé par le comportement de ses alliés, mettant fin à la coopération entre la RDC, le Rwanda et l'Ouganda, que 5 jours après, soit le 2 août 1988, s'est déclenché ce qu'il convient de qualifier de guerre d'agression. Le 8 août 1998, à Victoria Falls, les chefs d'État de la SADC se sont réunis et ont désigné le président Chiluba comme médiateur, avec comme mission de conclure un accord de cessez-le-feu entre belligérants. Deuxième mission, restaurer l'intégrité des territoires de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, je ne vais pas vous dire toutes les difficultés endurées par la délégation congolaise, et je suis très heureux de saluer dans cette salle la présence du ministre Cheo Kitundu. Nous avions souffert. La première question, nous devons conclure un accord. Qui sont les belligérants? Rien que cette question a pris plus de 4 mois. L'Ouganda a été le premier à reconnaître qu'il était sous-belligérant, c'est-à-dire un petit belligérant, parce qu'il avait seulement quelques mètres d'occupation à l'est du Congo pour sécuriser ses propres frontières à cause de la présence des groupes armés venus de son pays. Le Rwanda, qui niait toujours sa présence sur le territoire congolais, il a fallu la magie du président Nelson Mandela, à l'issue d'une audience accordée au président Paul Kagame en novembre 1998. Ce dernier va reconnaître finalement la présence de ses troupes sur le territoire congolais, mais avec toujours la même raison, pour assurer la sécurité de son propre pays menacé. Les belligérants sont connus, donc nous devons nous rencontrer au mois de janvier 1999. Là aussi, une nouveauté. Nous allons entendre, sans se gêner, de la part de la délégation du Rwanda et de l'Ouganda, qu'on ne peut pas siéger parce que le RCD n'est pas là et le MLC n'est pas là. Il faut rappeler aux membres de Palou ici présents et aux invités que la guerre a commencé le 2 août 1998. Le RCD a été créé le 12 août 1998. Le MLC plus tard. Donc, logiquement, on ne peut pas donner la paternité de cette guerre ni au RCD ni au MLC qui sont des mouvements postérieurs à l'agression. Nous allons donc tourner en rond et on va instaurer, je me souviens encore très bien, que c'est le ministre tanzanien des Affaires étrangères qui va imaginer ce qu'on va appeler les mécanismes de proximité. Parce que pour nous, M. Laurent Désiré Kabila, il était clair. Il n'était pas question qu'on puisse mélanger les gouvernements avec les rébellions. Puisque pour nous, il s'agissait clairement d'une agression avérée. Mais pour la communauté internationale, pour les Rwandais et pour l'Ouganda, il faut le reconnaître, notre diplomatie était très faible à ce moment-là. Ce n'est pas la diplomatie, mais la communauté internationale n'était pas de notre côté. Il ne faut pas avoir peur de dire aussi que les Congo de l'époque étaient seuls contre tous. Vous aviez en face de vous le Rwanda et l'Ouganda, mais derrière le Rwanda et l'Ouganda, qui ne peuvent pas se permettre une telle aventure sans un appui des grandes puissances, il y avait la Grande-Bretagne, il y avait les États-Unis d'Amérique, il y avait l'Afrique du Sud au départ, qui soutenait aussi la thèse rwandaise en disant qu'il s'agit tout simplement de frustration interne parce qu'on a marginalisé une catégorie de Congolais qui ne pouvaient pas jouir de leurs droits en tant que citoyens congolais. Il s'agit de Banyamulenge. Mais il ne serait pas superflu de vous rappeler qu'au moment où cette guerre se déclenche, quand vous regardez la configuration politique de notre pays,
les postes les plus importants étaient occupés justement par les Banyamulenge. Que ce soit les affaires étrangères, que ce soit la présidence de l'AFDEL qu'on appelait le secrétariat général, que ce soit les services de sécurité, et bien avant la fin de la coopération militaire, nous avions M. James Kabarebe, Sige rwandais, comme chef d'état-major de notre propre armée. Donc nous étions en face d'une guerre avec des agendas. Nous disons, finalement, après ce mécanisme de proximité qui était imaginé par l'actuel président de la Tanzanie, M. Jakaya Kikwete, et qui devait être à la tête d'une délégation des ministres des Affaires étrangères pour rencontrer finalement nos amis du RCD et du MLC à Gaborone, pour qu'ils apportent les amendements sur les textes que nous avions élaborés. Ce mécanisme de proximité va nous conduire sous la pression internationale à accepter finalement au mois de mai de nous retrouver en face des mouvements de rébellion. C'était dans la salle Mwadingusha à Lusaka. J'étais personnellement étonné et mon étonnement a failli me coûter très cher. Puisque, qu'est-ce que je découvre? Les amis qui étaient avec nous un mois à Kinshasa, qui étaient nos voisins, mais vous les voyez entrer dans la salle comme délégués de la rébellion. Et moi, je m'étonne tout naturellement parce que je vais embrasser. Finalement, je croyais que M. Olivier Kamitatou était venu en tant qu'expert pour nous soutenir. Il m'a dit non, non, je suis le chef de la délégation du MLC. J'ai dit sans blague. Je vois un autre ami, j'ai dit je suis devenu aussi rebelle. Voilà, tout à l'heure, le professeur Njoli a rappelé la maladie. La maladie, ce n'est pas dans les textes. La maladie, c'est dans les hommes. Parce qu'il est incompréhensible, même si on cherche à accéder au pouvoir, qu'on puisse prêter le flanc aux agresseurs de votre propre pays. Mais ce pouvoir, vous allez l'exercer dans le sang ou vous allez l'exercer pour le compte du peuple congolais. Ce sont des questions que nous devons nous poser. Et je pense que le forum de ce jour nous donne l'occasion de faire la lecture de l'histoire. Je ne suis pas venu ici, le Premier ministre l'a dit, ma langue ne peut pas naturellement se trouver dans la poche, c'est dans ma bouche. Et donc je ne suis pas venu ici pour titiller quiconque ou pour provoquer, non. Quand vous ne vous donnez pas rendez-vous avec l'histoire, l'histoire va vous rattraper. Vous allez commettre les mêmes erreurs, indéfiniment. C'est pourquoi, ce jour-là, nous nous retrouvons entre Congolais, finalement. On discute et les gens nous regardent, puisque après des jours, comme le syndrome de Stockholm, nous avons commencé à nous embrasser dans les couloirs, à nous saluer, puisque nous nous connaissons. Et les étrangers nous regardent. Ils disent finalement, est-ce qu'il y a guerre au Congo ou il n'y a pas guerre au Congo? Puisque au même moment, les villes sont en train de tomber. Je me souviens que c'est le ministre Tambo Mwamba, qui était devenu aussi miraculeusement rebelle, qui va proposer aux médiateurs pour dire, si vous laissez les Congolais entre eux, de la même façon qu'ils sont capables de ne pas s'entendre, ils vont vous étonner de vous amener une solution en quelques heures. On va nous prêter la salle du ministère des Affaires étrangères de la Zambie, et au bout de 3 heures de temps, puisque Mbutayero Diaki conduisait la délégation du gouvernement, secondé par les ministres Kalume Numbi et Moïse Kongolo, ils vont accepter une proposition où on doit désigner dans chaque délégation un expert pour aller, parce que nous étions bloqués au niveau du chapitre 5 relatif au dialogue intercongolais. Donc nous devrions nous retirer. Pour la délégation du gouvernement, c'était votre humble serviteur. Pour les MLC, c'était Olivier Kamitatou. Et pour les RCD, c'était Azarias Rouberois. Maintenant, qu'est-ce qu'on va rédiger? On va dire, bon, à l'issue de la signature de cet accord, les composantes, à savoir les gouvernements, c'est-à-dire nous, la délégation du gouvernement de la République démocratique du Congo, l'opposition politique non armée, là on sous-entend l'IDPS, les Palou et tous les autres qui avaient mené la lutte pacifique ici à Kinshasa, la société civile, Forces Vives, les MLC
les RCD. Ça, ce sont les composantes auxquelles il faut associer les entités. Donc, les concepts, nous les créons et nous les avons à provision. Les entités, ce sont les RCD-KML, puisqu'entre-temps, les RCD a eu le temps d'enfanter des rébellions. Il y a eu l'RCD-KML, l'RCD national. Mais l'RCD national, à un moment donné, s'est retourné du côté du MLC en occupant Bafouassende avec Roger Lumbala comme chef de cette rébellion. Et les Mai Mai aussi étaient une entité. Et on dit que nous allons tenir un dialogue intercongolais. Ce dialogue intercongolais, justement, monsieur le professeur en a longuement parlé ici, c'était pour nous définir un nouvel ordre politique dans notre pays. Les Congolais, comme s'ils s'étaient entendus pour ne jamais s'entendre, nous allons nous rencontrer pour la première fois le 15 octobre à Addis Abeba. Et là, c'est la délégation du gouvernement, je me souviens encore très bien. Peut-être si je me trompe, puisqu'à cette époque-là, j'étais de la délégation du gouvernement. Moi, j'assume mes actes passés. J'étais dans la même délégation que M. Cheikh Kitundu, ici présent. Nous avions dit, puisque on amène, en plus du MLC et du RCD, l'RCD KML et l'RCD national, il faut alors que les Mai Mai aussi viennent participer à ces dialogues. Donc, vous comprenez très bien qu'on a passé 2 jours à Addis Abeba sans rien faire. Nous allons nous retrouver du 22 au 25 février 2000 à Sun City, 2001 à Sun City. Là, encore une fois, au moment d'aboutir, nous allons sentir que nos amis du RCD ne sont pas libres de conclure quoi que ce soit. Les Rwandais n'étaient pas encore prêts. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire on va aller par palier. C'est comme ça qu'on a imaginé des négociations nocturnes et on a trouvé des compromis. Et quand on se retrouve dans la salle le jour de la clôture, c'était Mme Zuma, l'actuelle présidente de l'Union africaine, qui était à l'époque des Affaires étrangères, qui avait présidé cette cérémonie. Elle avait seulement commis l'erreur de donner quelques minutes de pause et la composante du gouvernement, les MLC, les RCD-KML, l'RCD national, nous avons signé ce que nous avions appelé l'accord partiel et que les amis avaient qualifié l'accord de cascade. Cascade faisant référence à l'hôtel où nous étions logés à Sun City. Dans cet accord partiel, il était convenu qu'une fois à Kinshasa, Joseph Kabila demeure président de la République, Jean-Pierre Bemba, Premier ministre. C'est l'histoire, il faut qu'on le rappelle. Mais maintenant, nous devrions, comme la Constitution, c'est toujours la cible, il fallait rédiger un texte constitutionnel pour malaxer tout cela. Alors nous allons nous retrouver à Matadi. À Matadi, on va s'entendre sur toutes les questions. Mais quand, à 2 h du matin, un membre de la délégation du MLC va téléphoner à Jean-Pierre Bemba pour lui dire ben vous savez, vous êtes le Premier ministre, mais vous serez un figurant. Puisque le commandant suprême, ça sera Joseph Kabila. Mais moi, je vous propose, toujours les entourages des chefs, que nous puissions négocier qu'il y ait une rotation. C'est-à-dire, Joseph Kabila est commandant suprême pendant 2 ans et demi, et Jean-Pierre Bemba, commandant suprême, les 2 autres années et demie après. Inacceptable. Donc nous allons encore une fois nous séparer. Mais nous allons être rattrapés par la communauté internationale. Donc l'histoire se répète et vous verrez, jusqu'à ce jour, c'est le même scénario. Nous évoluons en dents de scie et nous dansons la danse tango, comme l'a dit le professeur Njoli tout à l'heure. Parce qu'il a fallu que le secrétaire général des Nations Unies nomme Moustapha Niasse comme envoyé spécial, avec comme mission d'aider les Congolais, apparemment qui n'ont pas encore acquis la maturité politique, comme des petits enfants chaque fois, auxquels il faut montrer le chemin à suivre, de signer un accord global et inclusif. C'est étonnant de voir qu'après avoir pataugé pendant une année sans arriver à un compromis, au bout de 2 jours seulement, 2 jours, parce que nous étions bloqués sur la question finalement de la présence de quelques éléments des forces internationales qui devraient accompagner les RCD et les MLC à Kinshasa parce qu'ils se disaient qu'ils n'étaient pas en sécurité. Nous étions bloqués sur la question de leur amnistie.
Et là, j'avais pris le risque. Parce que j'ai réfléchi, je me suis dit, pourquoi nous refusons que ces gens soient gardés par une petite unité de la communauté internationale, alors que nous avons déjà plus de 15 000 hommes, 17 000 hommes de la MONUSCO dans notre pays. Ça va changer quoi? Deuxième élément qui avait motivé ma détermination, c'est que je me suis dit, je connais très bien les Congolais, spécialement nos amis qui ont vécu à Kinshasa. Quand ils vont arriver à Kinshasa, je vois mal Olivier Kamitatu aller chercher sa chèvre à Matongé accompagné d'un contingent de la MONUSCO. Je le vois mal aller dire bonjour aux membres de la famille accompagnés de 40 éléments de casque bleu. À un moment donné, ils vont les abandonner. C'est ce qui est arrivé. Au début, vous avez vu qu'il y avait des petites camionnettes de Ghanéens dans cette ville qui accompagnaient nos amis comme des petits princes, puisqu'ils ont reçu deux primes. D'abord des postes et ensuite une garde composée des éléments de la communauté internationale, extraordinaire. Et donc, il fallait s'humilier pour avancer. Tout ceci a marché parce que les gens ont travaillé. Ce n'est pas parce qu'il est là, mais c'est chez Okitundu. Ici, nous devons saluer la mémoire du professeur Samba Kaputo et de Katumba Manke. Il y a des gens qui n'ont pas dormi pour travailler. Savoir perdre pour gagner. Qu'est-ce que nous faisons, Monsieur le Président? Ça va vous énerver, mais voici ce que nous allons gagner. Et il me semble que cette gymnastique, à moins que M. Cheikh Kitundu me contredise, n'existe plus. Je crois, apparemment n'existe plus. N'existe plus, apparemment. Il faut, M. Cheikh Kitundu, la réinventer. C'est dans la dialectique qu'on fait avancer la République. On ne peut pas tous se tromper à la fois. Non, il faut que vous acceptiez que parmi vous, il y ait des gens qui disent non, cette initiative est dangereuse pour telle et telle raison. Et quand vous les aurez écoutés, et quand on aura présenté toutes les positions au président de la République, il peut choisir une position médiane qui va sauver la République. Nous disons, nous avons finalement signé cet accord inclusif le 17 décembre 2002. On devait signer le 16 décembre, M. Cheikh Kitundu se rappelle très bien, l'après-midi, quand M. Moïse Nyarugabo a pris le micro pour nous dire, nous, la délégation d'IRCD, nous ne signons plus, parce que vous, de la délégation du gouvernement, venez de défaire notre allié de l'IPC dans la ville de l'Ituri. Nous disons, tiens, l'IPC c'est votre allié. Il dit oui, donc l'IRCD venait encore d'enfanter un autre enfant, une autre rébellion. Mais tout ça pour chercher quoi? Finalement, nous devons saluer ici la bravoure d'une femme, Madame Eve Bazaïba. Puisque ce jour-là, l'UDPS était sorti dans la salle avec les amis du RCD. Et sans l'UDPS, sans l'RCD, on tombait encore sous le coup d'un accord partiel. Madame Eve Bazaïba a dit, Monsieur le Président, regardant Étienne Tshisekedi dans les yeux, vous sortez, moi je reste ici, parce que je ne vois pas en quoi l'histoire de l'IPC va nous empêcher, nous les Congolais, de nous entendre pour finalement mettre fin à la guerre qui fait de nombreuses victimes dans notre pays. Heureusement, le président Tshisekedi a écouté et nos amis d'IRCD, après des coups de fil à gauche et à droite, nous avons compris finalement que le Rwanda n'avait pas de choix que de laisser nos amis signer. Nous allons signer l'accord global inclusif à partir des 2 h du matin. Et finalement, le même Congolais, puisque c'est Werason qui est venu agrémenter finalement tout cela, ils ont démontré combien hier ou la veille, ils étaient des ennemis jurés et qui commençaient à danser. On se demandait finalement où sont les rebelles, où sont les gens de l'opposition politique, où sont les gens de la délégation du gouvernement. La leçon à tirer de tout ceci, c'est de dire qu'il n'y a qu'un seul Congo, notre patrimoine commun. Il n'y a pas un Congo de la majorité ou un Congo de l'opposition. Il n'y a pas un Congo de la société civile. C'est pourquoi tous, là où nous nous trouvons, nous devons poser des actes de nature à redorer le blason de ce pays qui fait aujourd'hui la honte de l'humanité. Notre grand Congo, sa taille, ses nombreuses ressources, on se demande finalement, est-ce que ces Congolais sont conscients qu'ils sont en train de se battre sur un sol, lui, il suffit de jeter quelques graines de maïs qui poussent, sans produits chimiques? Est-ce qu'ils sont conscients qu'en dessous
il y a de l'or, il y a du coltan, il y a du potassium, magnésium, tout ça, manganèse, diamant. Est-ce qu'ils sont conscients de tout cela? Nous pensons que nous devons continuer la gymnastique. Après la signature de l'accord, le plus difficile va venir, parce que nous devrions finaliser et promulguer la constitution de la transition. Le 1er avril, c'est apparu comme un poisson d'avril. Finalement, on a retenu la date du 4 avril. Et le président 2003, nous sommes déjà en 2003. Et le 30 juin 2003, on va mettre en place le gouvernement 1+4. Je vous épargne tous les détails parce que je sais qu'à un moment donné, le modérateur va me dire « Vous avez pris beaucoup de temps », alors que je viens de faire exactement 4 minutes. Donc, je ne fais pas beaucoup de détails. Je ne ferai pas comme mon prédécesseur. Je n'ai pas encore défendu ma thèse de doctorat. J'ai enseigné pendant 10 ans, nous souffrons de la même maladie. Je défendrai l'année prochaine. Il n'y a pas de problème. Et donc, nous allons avoir ce gouvernement. Mais nous oublions que les recommandations de Sun City, il n'y avait pas que la mise en place du gouvernement, de l'Assemblée, du Sénat, des institutions d'appui à la démocratie. C'est comme si nous tous, nous étions seulement préoccupés par notre propre positionnement. Mais il y avait la question de l'armée. Il y avait la question, nos amis devaient faire aussi la concession. Vous avez occupé des territoires, vous d'IRCD et d'IMLC. Le gouvernement doit restaurer son autorité sur l'ensemble du territoire national. Nous ne devons plus entendre un coup de feu sur le territoire national. Mais qu'est-ce qui va se passer? Si du côté du MLC, les amis s'étaient bien comportés, Jean-Pierre Bemba s'est soumis au mécanisme d'intégration, mais du côté du RCD, ils ont appliqué la politique de deux fers au feu. C'est-à-dire, il y avait une résolution qui demandait à tous les commandants régions militaires, les vrais, c'est-à-dire les réguliers nommés par le président de la République, et les irréguliers, de venir tous à Kinshasa après que le président les ait finalement tous nommés commandants régionaux. Une autre concession. Mais voilà qu'un Nkunda Batouare va dire, moi je ne viens pas à Kinshasa. C'est très grave. Comment un commandant région peut dire, je ne viens pas à Kinshasa sur ordre du commandant suprême? C'est inacceptable. Mais là, nous avions tous commis des erreurs. Et la communauté internationale qui était présente à Goma, et nous tous qui étions dans les institutions, parce qu'on a oublié Nkunda et on l'a minimisé. Mais pour faire les élections à l'est de la République démocratique du Congo, il fallait pacifier totalement l'est, puisque pendant la même transition, vous vous rappelez comment j'ai souffert en tant que ministre de l'Information pour sensibiliser avec les musiciens, les populations des Massina et de partout pour arrêter les manifestations qui commençaient à prendre le débordement de la ville de Kinshasa à la suite de l'attaque des villes de Bukavu par le commandant second Mutebusi aidé par Nkunda Batouare. Donc vous êtes commandant second dans une province, vous attaquez votre titulaire, le général Nabiola, et vous dites, bon, je vais occuper une partie de la ville, c'est à moi. Et en présence des forces des Nations Unies. C'est inacceptable. Nous avons dit, c'est inacceptable, et les Congolais ont aussi le ton ici. Finalement, les choses sont rentrées dans l'ordre. Mais au moment d'organiser les élections, il fallait encore négocier avec Nkunda pour qu'on ait accès à Massissi, on ait accès à ceci ou à cela. Les élections passées, 2 jours après seulement, Saké est attaqué. Nous sommes obligés, le président et nous tous, d'aller à Goma pour essayer d'aller maîtriser cette attaque de Saké. Mais après, nous allons nous retrouver dans les institutions encore une fois de plus. Il y a l'Assemblée nationale, le Sénat, tout ce que vous voulez, le gouvernement. Et Mosito, vous avez été aussi Premier ministre. Donc nous tous, nous avons joué un rôle, n'est-ce pas? Donc chacun va compter la partie de son histoire. Et nous allons dire tous à la fin que nous sommes tous pécheurs. Nous devons nous repentir devant notre peuple. Il n'y aura pas de tribunal. Il n'y aura pas de tribunal pour dire non. Moi, quand j'étais président de l'Assemblée nationale, je faisais en sorte que le président fasse bien des choses. Ce sont les autres. Non, moi, je ne dirai jamais ça. Je prends ma responsabilité en tant que président de l'Assemblée nationale. Je suis aussi comptable de cette partie de la gestion de notre pays, au même titre que le Premier ministre, au même titre que les autres chefs d'institution et le président de la République. Le tout, c'est de savoir où est-ce que nous avons commis les erreurs pour les éviter. Puisque au Congo, c'était un éternel recommencement. Puisque après avoir organisé les élections, on était convaincu que c'est fini, c'est la paix.
nous pouvions nous déplacer, on est parti à Bukavu, on est parti dans tous les coins qui étaient jadis occupés par les rébellions, mais c'était sans compter avec la nuisance de nos amis. Maintenant, je voudrais revenir au sujet que vous m'avez demandé de développer. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la problématique de la paix ou la sécurité dans la région des Grands Lacs et dans notre pays? Je voudrais que vous puissiez retenir quand même qu'il y a eu des erreurs. C'est pourquoi j'ai rappelé toutes ces dates-là. Quand on déclenche le génocide au Rwanda, mais ce génocide, il est déclenché le 7 juin 1994. Mais quel est l'élément déclencheur? C'est l'attentat sur l'avion d'Abiyarimana. Mais jusqu'à ce jour, les Nations Unies n'ont jamais diligenté une enquête sérieuse pour dire qui était à la base de ces missiles ou de cette roquette qui a causé la mort à des chefs d'État et finalement qui est l'élément déclencheur du génocide. Ça, c'est une erreur de la communauté internationale. Une autre erreur de la communauté internationale, c'est que le génocide a eu lieu pendant qu'il y avait 3 missions au Rwanda. Il y avait la Minoire, il y avait une autre mission, et puis finalement la turquoise. Une autre erreur de la communauté internationale, c'est qu'au nom du droit humanitaire, on va demander aux aides de l'époque d'ouvrir un couloir pour laisser les gens qui fuient la guerre d'entrer chez nous, au Kivu, en République démocratique du Congo. 2 millions de réfugiés, parmi lesquels les ex-FARC et Interahamwe. Mais troisième erreur, c'est qu'au lieu de les désarmer, quand ils passent, puisque la communauté internationale en avait les moyens, on laisse ces gens entrer avec armes, chars et tout. Une autre erreur, c'est qu'on va tous les cantonner dans un même camp. On ne sépare pas les civils des militaires, et les HCR doivent prendre en charge et les hommes en armes, alors que ce n'est pas la mission des HCR, et les civils. Finalement, il y a un commerce qui va se développer à partir de ces camps. Les gens de Bukavu en savent quelque chose. Quand on appelait les camionnettes ou les jeeps turquoises, c'était quoi? C'était des véhicules, des butins de guerre emportés par nos amis ex-FARC Interahamwe, qu'on vendait moins cher, que nos généraux, nos colonels faisaient partie de Bukavu jusqu'ici à Kinshasa. Nous étions distraits pendant que la machine de l'autre côté travaillait pour savoir comment nous allons dompter ces grands Zaïre. Le Rwanda a commencé à se plaindre en disant la présence des troupes, disons des ex-FARC Interahamwe, à Ingé de Pierre, de mon territoire, m'insécurise. Et la communauté internationale, avec la conscience chargée, va donner une sorte de quitus au Rwanda pour dire vous pouvez entrer et sortir comme vous voulez en République démocratique du Congo, nous allons fermer les yeux. Parce qu'il y a eu une tripartite à l'époque, Zaïre, HCR, Rwanda. L'issue de cette tripartite, il avait été décidé que les Zaïre indiquent les sites à au moins 150 km de la frontière rwandaise pour que les Nations Unies, à leur tour, avec la logistique qui est la leur, puissent y amener les ex-FARC Interahamwe et ôter ainsi la Libye au Rwanda. Au moment d'appliquer cette résolution, les Nations Unies vont dire nous n'avons pas de moyens pour le faire, les Zaïre de l'époque doivent le faire seul. C'est Kengo Adondo qui était Premier ministre, mais Gérard Kamanda était ministre des Affaires étrangères, et donc toutes ces archives existent. Mais aujourd'hui, quand on parle des ex-FARC Interahamwe, moi je suis étonné. Avec les ministres chez Okitundu, nous avons démontré que ce soit à Maputo, au moment, il se souvient très bien qu'il y a eu l'incident du siècle, le 27 novembre, date anniversaire de M. Laurent Désiré Kabila. Nous étions partis une forte délégation et puis arrivé, finalement, on avait dit que 2 personnes doivent se mettre derrière le président de la République. Et le président avait choisi Moïse Kongolo et Katumba Manke. Et avant d'entrer, Mouzé avait dit, écoutez, mes enfants, à partir de ce moment, je ne parle plus anglais, j'oublie l'anglais. Toi, Katumba Manke, tu deviens mon interprète. Parce que je ne voudrais pas échanger avec les Kagame et tous ces gens-là. Mais dans la salle, 15 minutes après, on va m'appeler, je vais remplacer Moïse. Et le président m'a demandé de prendre la parole. Mais sur quoi, je ne savais pas. Il dit, mon petit, vous allez être président de la République démocratique du Congo pendant 15 minutes. Et vous devez parler. Bon, j'ai deviné. Le président voulait que je démontre à la communauté internationale que c'est la victime, c'est le Congo. Nous n'avons jamais invité les Interahamwe. Chez nous, nous l'avons dit à haute voix. Alors j'ai fait ma petite démonstration. Et puis Mouzé a dit, écoutez,
Maintenant, M. Kagame a compris que c'est lui le chef des Interahamwe. L'État qu'on traduise, le président Kagame s'est mis debout, James Kabarebe s'est levé, Mazimpaka, qui était, je crois, ministre à la présidence, s'est levé, et puis ils sont sortis. Et il ajoute, et puis l'autre vieux ridicule là, il parle de Museveni. Lui aussi, c'est le chef des Interahamwe et les Ranalou. Nous n'avons rien à voir avec tous ces groupes armés. Alors, Museveni, l'État qu'on traduise, il a écouté, il se lève. Lui aussi, il est parti. Et puis le président Mbeki a dit, bon, sorry, la réunion est terminée puisque de l'autre côté, il n'y a plus personne. Et nous sommes rentrés à l'hôtel intercontinental de la chambre de Mzé. Je crois que Cheikh Okitoun se souvient encore. Ces jours-là, nous nous sommes dit, je crois lui, moi-même et Toumba, nous pensons qu'on va tuer Mzé Laurent Désiré Kabila. Parce que lui-même l'a dit. Mais petit, est-ce que j'ai mal parlé? Est-ce que les avions sont bien gardés à l'aéroport? Est-ce que, vous voyez, tout ça, ça doit nous donner des leçons pour l'histoire. Quand nous conseillons des chefs d'État, ou nos chefs, nous devons voir où nous voulons venir. La diplomatie, il faut éviter les erreurs qu'on avait fait commettre à Lumumba les années 60. Lumumba avait raison, mais la façon de les dire, la façon de les faire, c'est ça qui est le plus important en diplomatie. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Quand on dit la diplomatie, c'est l'art peut-être aussi de mentir ou de ne pas dire à haute voix ce qu'on pense tout bas. Et le dire quand il le faut et dans un contexte bien choisi. Nous allons rentrer finalement à Lubumbashi. Au départ, l'avion du président était plein. Nous étions dans Air Katanga. Au retour, tout le monde nous a rejoints dans Air Katanga. Et le phénomène, je l'ai expliqué à M. devant Cheikh Okitoun. Monsieur le président, vous savez pourquoi vous étiez presque 7 dans l'avion? Tout le monde avait peur du phénomène Arusha. C'est-à-dire, au retour, on allait tirer sur votre avion. Et voilà, donc, il fallait faire un autre choix. Est-ce qu'il fallait privilégier la voie militaire où nous étions faibles ou la voie diplomatique où nous commencions à retrouver un peu de force? Autour de Mzé, Cheikh Okitoun se rappelle à Lubumbashi, des camps toujours. C'est toujours des camps. Ça n'a jamais changé. Il y en a qui disent, Mzé, nous allons écraser l'ennemi à Puerto et on va les renvoyer jusqu'à Kigali. Nous nous disons non, nous pensons qu'il faut privilégier la diplomatie puisque notre armée est infiltrée. Puisque les James Kabarebe, quand ils sont partis, ils ont laissé les gens dans notre armée qui vont chaque fois communiquer pour dire qu'est-ce que nous voulons faire. On ne gagnera jamais que sur le plan diplomatique. Alors Mzé va dire, on fait les deux. Vous, Kamere et les autres, allez à Harare. Général Joseph Liwanga et les autres, vous allez à Puerto. Et ça va se faire le même jour, les 3. Les 3, nous signons l'avant-midi à Harare. Et dans l'après-midi, on attaque Puerto et nous sommes défenestrés. On a perdu tout le matériel. Et encore une fois, on rentre à Lubumbashi. C'était la deuxième fois que Mzé disait, j'ai été trahi. Et il va désigner M. Cheikh Okitoun et moi-même pour nous demander d'aller au Conseil de sécurité. Donc, c'est que nous disions avant, Cheikh Okitoun, moi-même et les autres, pour dire, privilégions la voie diplomatique. Laissez la MONUSCO se déployer partout parce que nous n'avons rien à cacher. Au fait, Mzé, on l'a tué pour rien. Parce qu'on croyait que nous avions des bases cachées, où on entraînait les ex-FARC Interahamwe, et tout. Vous avez dit, c'est mon pays, pourquoi on va m'obliger ça ou cela? Nous allons partir au Conseil de sécurité avec Cheikh Okitoun le 14 décembre, puisque les 3 on a signé, et les 14 vont au Conseil de sécurité, et on adopte la résolution, je crois, 1341. Mais cette résolution va être appliquée formellement, adoptée formellement le 22 février 2001, après malheureusement la mort de M. Laurent Désiré Kabila le 16 janvier. Vous voyez, le 27 novembre, incident à Maputo, M. Laurent Désiré Kabila est assassiné. Je ne suis pas un détective privé, je ne suis pas un magistrat, mais je pense qu'il y a toujours un flou qui demeure autour de l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila. Et nous avons vu que beaucoup d'années après, on nous a dit finalement comment on a brûlé, on a mis Lumumba, son corps dans l'acide. Je crois qu'un jour, l'histoire nous dira la vérité sur la mort de M. Laurent Désiré Kabila. Il y a eu aussi, il ne faut pas que je fasse comme cet homme que Jean-Paul Sartre avait décrit, en disant que les malheurs, c'est les autres. Non, nous aussi, nos gouvernements avaient commis des erreurs. Le gouvernement de Mobutu, qui avait accepté les ex-FARC Interahamwe sans les séparer, puisque nous avions aussi les militaires, on pouvait les séparer, avait cru obtenir une carte pour rebondir sur le plan international. Malheureusement, ça a été l'hécatombe pour le Congo. Le gouvernement de M. Laurent Désiré Kabila aussi avait commis une erreur. Laurent Désiré Kabila
croyait débouter Mobutu pour démocratiser le Congo, mais une fois arrivé, il est approché par M. Tshisekedi, il trouve Antoine Gizenga ici, les gens qui se sont battus et qui avaient affaibli Mobutu, puisque Mobutu, en fait, ce que l'AFDEL n'a pas conçu, Mobutu est tombé comme un fruit mûr. C'est-à-dire, les gens avaient déjà travaillé ici, et même notre propre armée ne voulait plus se battre. Il ne faut pas que les Rwandais et les Ougandais continuent à dire « nous avons gagné ». Vous n'avez rien gagné. Les peuples en avaient marre. C'est un peu comme l'histoire de Burkina Faso. Et au lieu, là, Mzee devait prendre deux décisions. Il trouve des grands leaders ici, il devait créer un nouveau leadership congolais qui devait lui donner la force pour, les cas échéants, résister contre ses alliés qui ont toujours un double agenda. Deuxième erreur, on prend nos meilleurs officiers, on les envoie dans le mouroir de Kitona, soi-disant pour une formation civique et patriotique. Mais les Rwandais, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils disaient à ces gens-là, auxquels on donnait du riz dans les bouchons de bière, que voilà comment votre compatriote vous traite, puisque tous étaient convaincus que c'est ça que vous avez décidé, ils sont morts. Mais quand l'avion va atterrir à Kitona, mais Kinshasa, on va attaquer Kinshasa, ces gens-là vont rallier le mouvement. Et donc nous disons que nous devons éviter ce genre d'erreurs. Il y a eu des erreurs du gouvernement actuel. Le gouvernement actuel qui avait souffert pour, il faut le dire, puisque quand Joseph Kabila est arrivé le 26 janvier 2001, il avait trouvé un pays divisé en 3 administrations. Et il avait compris qu'il fallait faire des concessions, qu'il fallait mener la bataille sur le plan diplomatique et sur le plan politique. Et l'histoire lui a donné raison, puisqu'il a réussi à réunifier le pays et il a gagné les élections de 2006. Il a été récompensé. Mais il fallait continuer sous cet élan-là, puisqu'aujourd'hui, on se retourne vers le CNDP. On se retourne vers le Rwanda. Nous sommes à l'Assemblée nationale, nous ne sommes pas informés, et on apprend seulement que les troupes rwandaises sont dans le Nord Kivu. Nous disons non, c'est inacceptable. Les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Mais qu'est-ce qui vous garantit maintenant que les amis ont changé dans leur cœur? Finalement, l'erreur va en erreur. On va avoir une alliance, malheureusement à laquelle le PALU appartient aujourd'hui, où il y a le CNDP. Le CNDP est dans l'alliance avec vous aujourd'hui. Vous voyez comment l'histoire est trop compliquée. Nous avons d'un côté les nationalistes qui se sont battus pour l'indépendance du Congo, et de l'autre côté, l'émanation des agresseurs, ils se retrouvent dans une alliance. Mais comment voulez-vous qu'une telle alliance puisse fonctionner? Je crois que le PALU doit rejoindre l'INC et l'IDPS pour que nous constituions une vraie alliance. Le professeur Njoli l'a dit, point de besoin de le rappeler. Nous avons eu les deuxièmes consultations, les deuxièmes élections. Mais la configuration politique était connue, mais je comprends bien M. Njoli. Il ne peut pas dire ce qu'il voulait dire clairement. Nous l'avons compris à demi-mot. Professeur, nous vous avons compris. Pourquoi il y a eu ces changements de 2 tours à un seul tour? Tshisekedi annonce son retour le 6. Le président dit qu'il va parler le 6 comme il le faisait habituellement. Tshisekedi annonce son retour le 6. Le président reporte le 8, Tshisekedi aussi reporte le 8. Toujours dans l'entourage du président, on lui dit non, nous allons maîtriser ces gens-là avec les taxis motos, il faut donner de l'argent, ça va aller, vous allez voir. Tout le monde sera au palais du peuple pour vous ovationner. Erreur. C'est Tshisekedi qui va faire une entrée triomphale dans la ville de Kinshasa. Et je crois que le président, quand il est rentré, s'est rendu compte de non. Et puis les 11, les 14, c'est très difficile de parler de soi-même, nous faisons notre sortie. Réussi ou pas réussi, mais sortie. Et le président avait compris qu'il y a une alliance qui se dessine. Si Kamere et Tshisekedi se mettent ensemble, je crois que je suis foutu au 2e tour. C'est ça la vérité, professeur Njoli. Et on va rentrer au 1er tour. C'est l'histoire, on doit rappeler, nous avons déjà, vous remarquez que moi je l'appelle Monsieur le Président de la République. Mais nous devons dire la vérité, puisque c'est la vérité libère. Il ne faut pas qu'on fasse les mêmes erreurs plusieurs fois. Nous disons que ça devrait être la dernière fois. C'est pourquoi, après les élections chaotiques du 28 novembre 2011, nous n'avons pas fermé les yeux. Le 28 janvier 2013, nous avons proposé
2012, nous avons proposé le plan que nous avons appelé plan d'Addis Abeba. Et nous sommes allés jusqu'à Addis Abeba, on a dit au chef d'État. Il dit, puisque notre propre président ne veut pas nous recevoir, alors vous, les homologues, vous allez lui dire que nous ne sommes pas pour la guerre. Voici comment Kabila peut rester au pouvoir, mais ramener la paix, et que nous nous disions ensemble que les élections à venir ne vont pas connaître le même sort, c'est-à-dire les élections provinciales, les élections sénatoriales, les élections des gouverneurs de province, et puis les élections de 2016. C'est tout ce qu'on demandait à ce moment-là. Mais le 5 février, les confessions religieuses, les gens ont oublié, sont allés à Kingakati, ils ont déposé une lettre au président Kabila, ils sont allés à Limete, ils ont déposé une lettre au président Etienne Tshisekedi, ils sont venus chez moi, ils m'ont déposé une lettre. Mais qu'est-ce qui était dans cette lettre? Ils ont écrit pour dire, nous vous demandons, vous trois là, pour éviter les dérapages, pour éviter que le sang des Congolais coule, que vous puissiez vous mettre ensemble pour trouver un compromis pour la suite du processus électoral. Quelle était la réponse de chacun de nous? Le président Kabila a dit, j'ai été élu, je ne vois pas pourquoi je dois discuter sur mon élection. Le président Tshisekedi a dit, non, c'est moi. J'ai été élu, c'est le peuple, il m'a choisi. Donc nous avions du coup un président investi légalement par la Cour suprême de justice et qui a prêté serment, et un président qui jouit de la légitimité populaire et il s'autoproclame « je suis là ». Mais le cardinal va ajouter aussi du sien. Il va dire, le président Kabila n'a pas gagné. Mais quand on dit ça, est-ce que ce n'est pas rappeler l'histoire? Vous voyez, nous sommes dans un imbroglio. Moi, j'avais écrit, ma réponse est claire, je peux vous la brandir. Je dis que je suis prêt. Parlons-en, puisque ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce qui est passé, mais de tirer les leçons de ce qui s'est passé pour baliser les chemins à venir. Mais pendant qu'on dormait, le M23, donc le RCD qui a enfanté le CNDP, a enfanté le M23. Et nous nous sommes posé la question, quand les discussions ont commencé, comment le M23 peut se réclamer, dépositer des accords signés le 23 septembre 2009 avec le gouvernement, alors que le M23 n'existait pas? Mais est-ce qu'il n'y avait personne dans la délégation du gouvernement pour dire cette discussion n'a pas de raison d'être, vous n'existez pas à ce moment-là? Les M23 vont attaquer et finalement, on va obliger encore notre gouvernement, après des élections, de se retrouver tout le temps à Kampala pour aller discuter. Et finalement, on va signer l'accord à Nairobi. Et aujourd'hui, nous nous posons la question, puisque les M23 ont été vaincus par notre armée, avec l'appui de la brigade spéciale. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait recrudescence de l'insécurité dans l'Ituri et dans le Nord Kivu et dans le Nord Katanga? Moi, je crois que c'est une question qui mérite un débat sérieux à l'Assemblée nationale. On doit venir présenter toutes les solutions en ce qui concerne notre outil de défense. Sinon, il n'y aura pas de paix. Vous avez de l'or, vous avez des diamants, vous avez tout sans armée, vous n'aurez rien. Deuxième question, nous devons nous poser la question de savoir pourquoi aujourd'hui les Congolais ont l'impression que les deux élections n'ont servi à rien du tout, parce que parallèlement à la chanson du gouvernement où on présente un cadre macroéconomique reluisant, mais nous sommes des champions, puisque chez Blaise Compaoré, c'était seulement 8%. Mais ici, on nous dit que c'est 8,5% de taux de croissance. Mais quand chacun de nous mesure les difficultés qu'il ressent chaque jour qu'il passe, il a l'impression que la pauvreté est en train d'augmenter dans un rythme supérieur à ce taux de croissance. Il y a un problème. Donc il y a des antivaleurs que nous devons combattre tous ensemble. C'est là que je voudrais, avant de terminer, pour vous dire, que faire? Parce que nous avons trop critiqué. Que faire? Moi, je crois qu'il y a des solutions militaires, il y a des solutions économiques, il y a des solutions qui relèvent de la justice, il y a des solutions diplomatiques et des solutions de la coopération régionale. Si le plan diplomatique, nous devons absolument nous regarder dans les yeux avec les Rwandais et l'Ouganda, nous dire la vérité. Il ne faut pas de faux fuyants. Il ne faut pas que l'on dise que ce qui se passe à l'Est, le Rwanda n'y est pour rien, l'Ouganda n'y est pour rien. On doit se dire la vérité. Puis sans base arrière, ces mouvements ne peuvent plus opérer. Il faut qu'on trouve la paix, et la paix totale. La paix au Rwanda, la paix au Congo. La paix en Ouganda, la paix en République démocratique du Congo. Nous disons qu'il y a une solution
au niveau de la justice. Nous avons dit, en attendant qu'on puisse terminer la réforme de la justice, est-ce qu'on ne peut pas demander à Madame la ministre de la Justice de ramener les textes que l'Assemblée nationale avait renvoyés, qui instaurent les cours mixtes, pour que l'on commence à sanctionner, puisque l'absence de sanctions, ça perpétue les violations, les viols, les violences faites à la femme et les tueries dans cette partie de la République démocratique du Congo. Solution de la coopération régionale. Nous disons, quand vous regardez la République démocratique du Congo, c'est un pays, un don béni de Dieu, comme on dit dans l'hymne national. 2 345 000 km², vous avez à côté le Rwanda, mais avec le Rwanda, on partage les lacs Kivu. Le Rwanda a déjà commencé à exploiter les gaz méthane du lac Kivu, pendant que chez nous, les ministres sont en train de se poser la question de savoir quel investisseur étranger va me donner un peu plus de pouvoir pour que je lui donne le contrat. Pourquoi le Rwanda et le Congo ne pouvaient pas se mettre ensemble et s'adresser à une seule ou plusieurs expertises en définissant les intérêts de chaque pays? Parce que là, c'est une matière dont vous ne saurez jamais établir la frontière. C'est dans le lac, ça se balade de part et d'autre. Mais avec l'Ouganda, l'Ouganda est entré déjà dans la phase d'exploitation du pétrole. Mais nous sommes passés des divines inspiration, capricate ou je ne sais pas quoi maintenant. Donc on est toujours dans la spéculation. Celui qui donne un peu plus d'argent de pourboire, il prend le contrat. Et le peuple de l'Ituri est là, les yeux ouverts et le ventre creux. Ce n'est pas acceptable. Avec la Tanzanie, la Zambie, le Burundi, nous avons le lac Tanganyika. Et ils exploitent les poissons. Ça fait mal à Uvira maintenant et à Bukavu que les frétins viennent de la Tanzanie et du Burundi alors qu'il s'agisse du même lac. L'émission qui tout sait très bien qu'il y a un projet de l'Union européenne et il y a de l'argent qui existe pour financer une grande poissonnerie industrielle pourvu que les 4 pays se mettent d'accord. Est-ce que si nous avons cette poissonnerie ensemble, il y aura vraiment la guerre entre ces pays-là? Impossible. Nous disons, nous avons l'Angola, la République du Congo, avec le triangle Mwanda, Cabinda et Pointe-Noire. Mais le pétrole, là, va poser le problème dans les jours à venir. Et les Noirs, on se pose la question. C'est comme si, je l'ai dit pour les Congolais, nous nous sommes entendus pour ne nous jamais entendre. Dans les pays occidentaux, vous avez ce pétrole-là qui est aux confins des pays-là. Vous l'exploitez en commun. L'exemple de l'acier et du charbon, après la Deuxième Guerre mondiale, qui avait stabilisé les relations entre la France et l'Allemagne, peut nous inspirer. Je peux continuer les exemples. Lubangui. Nous avons les courants de Moba Mbongo. Beaucoup de gens avaient condamné le maréchal Mobutu pour avoir construit ces barrages, mais on peut les rentabiliser. La République à côté centrafricaine a besoin de ce courant. Lubangui, il y a du poisson, il y a la navigation. La jeune République du Sud-Soudan a besoin de tous ces économistes, juristes, médecins, ingénieurs que je vois ici, qui chôment. Ils ont besoin de reconstruire le pays. Voilà, le Congo peut jouer ce rôle-là. Et nous disons que, en ce qui nous concerne, conclusion, je vais conclure de la manière la plus simple possible. En ce qui nous concerne, nous disons ceci, nous pouvons tous ensemble, quelles que soient nos couleurs politiques, donner et faire rêver notre peuple. Construire ce Congo de Patrice Emery Lumumba, de ses rêves. On peut le construire à partir de nos 280 millions d'hectares de forêt. On peut le construire à partir de nos 120 millions d'hectares de terres arables. Espace égal à l'espace cultivable de la Chine. La Chine, avec le même espace, produit pour plus de 1 milliard d'habitants et exporte. Nous pouvons faire la même chose. On peut construire ce Congo à partir de Inga. Inga, là, c'est un enjeu planétaire. Il ne faut pas jouer avec Inga. 44 000 mégawatts. De quoi électrifier l'ensemble de l'Afrique et l'Europe méditerranéenne. On peut le construire à partir de nos eaux. Nous avons 53% de toutes les eaux d'Afrique, 13% de toutes les eaux du monde. Nous sommes le 3e après le Canada et la Chine. On peut construire ce Congo de nos rêves à partir de nos minéraux. Tout ce qui est dans le tableau de Mendeleev, vous le trouvez ici en République démocratique du Congo. Vous pouvez citer au hasard, vous le trouvez. Et l'Université de Columbia aux États-Unis a fait des études pour démontrer que 10 minéraux du Congo représentent 24 000 milliards de dollars, soit supérieur au PIB réuni des États-Unis d'Amérique et de l'Europe occidentale, supérieur à l'Arabie Saoudite. Potentiellement tout cela. Mais donc nous pouvons transformer tout cela en réalité. Je voudrais
pour terminer, parce que c'est l'actualité, et je sens que c'est pourquoi le président des séances ou le modérateur était en train de me bousculer, je voudrais, mesdames et messieurs, avant de terminer mon propos, m'adresser à mes compatriotes cadres et militantes et militants du Palou ici présents. Mesdames et messieurs, cadres, militantes et militants du Palou, la paix, c'est avant tout l'affaire des Congolais. Nous sommes dans un monde désormais en compétition où la charité et la générosité des pays riches ne suffiront pas pour résoudre le problème d'insécurité criante et d'injustice insupportable, des viols massifs et à répétition des femmes, de pauvreté endémique, de corruption institutionnalisée, ces mots qui rongent actuellement une bonne partie de l'Afrique et qui n'épargnent malheureusement pas notre pays. Divisés, nous allons faire le jeu de l'ennemi. Unis, nous vaincrons à coup sûr et franchirons ces obstacles qui renferment le peuple congolais dans un univers de misère. Mesdames et messieurs, la paix, c'est aussi le respect de la Constitution et des lois de la République. La Constitution actuelle est le fruit d'un consensus politique depuis Sun City et y toucher fait courir au pays mosaïque de 453 ethnies les risques d'une implosion par la résurgence des guerres, des rébellions et celui des velléités hégémonistes entre communautés tribales. L'article 220 est un article verrouillé de façon expresse et qui est très clair. Il interdit toute révision de la forme de l'État, du principe du suffrage universel, de la forme représentative du gouvernement et de la durée des mandats présidentiels, de l'indépendance du pouvoir judiciaire, du pluralisme politique et syndical. L'article 220, à son alinéa D, qui interdit aussi toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. La limitation des mandats présidentiels à 2 avait été très bien réfléchie et les représentants de tous les partis politiques qui avaient siégé au Sénat avaient souscrit, puisqu'une fois voté, le texte appartient à tout le monde. Vous ne pouvez plus revenir et dire non, il s'agit d'une constitution de belligérants. Non, il est clair. Aussi que l'avant-projet des lois portant révision de quelques articles de la Constitution, dont l'article 197 déposé par le gouvernement à l'Assemblée nationale viole l'article 220 qui interdit toute révision qui tend à réduire les droits et libertés des personnes. Or, passer du mode de scrutin universel au mode de scrutin indirect est une diminution des droits des citoyens. Ceux qui soutiennent que l'actuelle Constitution est le fruit exclusif des belligérants oublient ou font semblant d'oublier que cette Constitution est un pacte républicain. À Sun City, il n'y avait pas que les belligérants. Il y avait l'opposition politique non armée, il y avait la délégation du gouvernement, il y avait la société civile. Par la suite, après une campagne menée, comme l'a rappelé le professeur Ndjoli tout à l'heure, sur l'ensemble du territoire national, le peuple congolais l'a approuvé par référendum à plus de 82%. C'est donc la constitution du peuple. En lisant la constitution, il est écrit, juste après l'exposé des motifs, ce qui suit. Le Sénat a proposé, l'Assemblée nationale a adopté, le peuple congolais lors du référendum du 18 et 19 décembre 2005 a approuvé, le président de la République promulgue la constitution dont la ternaire suit. Il apparaît clairement que cette constitution appartient au peuple. Il existe une vie après la présidence de la République et l'opposition politique est en train de rédiger une proposition de loi portant statut d'ancien président de la République. Si on pense diriger par défi ou recourir à la force pour se maintenir au pouvoir, le peuple est prêt à assumer son destin pour les rendez-vous avec l'espérance, en recourant à l'article 64 de la Constitution qui stipule tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution.
toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation, l'État, et les punit conformément à la loi. Mesdames et messieurs, est-ce que nous pouvons éviter Burkina Faso en République démocratique du Congo? C'est comme ça qu'il faut poser la question. Moi, je ne voudrais pas être prophète de malheur pour dire que Burkina Faso va venir au Congo. Non. Nous devons poser la question autrement. Est-ce que nous pouvons éviter Burkina Faso en République démocratique du Congo? Puisque la question est d'actualité, il s'est de rappeler que l'opposition politique et les forces vives de Burkina Faso avaient organisé des meetings et des marches. Initialement, pas pour demander le départ précipité de l'ancien président Blaise Compaoré, mais plutôt exiger de ce dernier et de sa famille politique le respect de la Constitution en ne révisant pas l'article 37 qui ne permettait plus à l'ancien président de se représenter comme candidat. Chez eux, c'est l'article 37, chez nous, c'est l'article 220. Comme dans tous les entourages présidentiels, les débats sont allés dans tous les sens. En pareille circonstance, malheureusement, c'est le camp de dur qui l'emporte toujours si c'est celui de modéré. Et voilà, l'ancien président Blaise Compaoré tombe dans les pièges des faucons. Ce qui devait arriver, arriva. L'opposition, les forces vives et la majorité au pouvoir étaient loin de s'imaginer une telle issue, car le peuple croit qu'on lui a volé sa victoire. C'est l'armée qui s'empare du pouvoir. Heureusement qu'au Burkina Faso, on sent qu'il y a maintenant des conciliables, encore une fois de plus, pour chercher comment reprendre ses pouvoirs entre les mains de l'armée pour les remettre aux civils. Donc c'est une mise en garde, à la fois pour la majorité, pour l'opposition et pour les forces vives. Je crois que Burkina Faso, nous devons faire un effort pour l'éviter. Qu'en est-il de notre pays? Comment nous pouvons éviter Burkina Faso? Monsieur le modérateur, je voudrais vous donner gratuitement ma petite recette. Je suis de l'opposition, j'aurais pu cacher cette recette, mais par amour pour la nation, je vous la donne. La classe politique et les forces vives sont divisées autour de la même question de la révision constitutionnelle en ce qui concerne les articles 220 et 197. L'opposition politique et les forces vives, de façon unanime, disent non à toute révision de la Constitution et à toute tentative de glissement du calendrier électoral. Les évêques, à partir du Vatican, ville sainte, avaient tiré la sonnette d'alarme sur le dérapage que pourrait entraîner la révision constitutionnelle. À la majorité présidentielle, on note deux voix discordantes entre les révisionnistes et les anti-révisionnistes. Et puis il y a une troisième voix, la voix du Palou, qui avait à un moment dit « il nous faut une nouvelle constitution ». Une nouvelle constitution, c'est aussi une révision de la Constitution. Donc, du côté de la majorité, il y a des voix discordantes. C'est une très bonne chose, c'est la démocratie. Mais que faire maintenant? Il existe des solutions. L'attitude de tous devrait être d'œuvrer dans l'intérêt du peuple qui exige le respect de la Constitution. Et je pense, ici, la solution sage devrait résulter d'un compromis sur les principes républicains suivants. Engagement par tous de respecter la Constitution. Publication du calendrier électoral global des élections, en commençant par les élections provinciales jusqu'aux élections législatives et présidentielles avant le 19 décembre, 90 jours avant le 19 décembre 2016. Les élections locales, municipales et urbaines devraient être organisées plus tard. Rendre la CENI véritablement indépendante. La neutralité de l'armée, de la police et des services de renseignement et de la justice. Implication en amont et en aval de la communauté internationale. Les résultats du recensement qu'on a initié, qui apparaît comme une machine qui devra retarder les élections pour nous entraîner dans un glissement, nous aimerions donner un conseil au président de la République et aux amis de la majorité. Le glissement peut être aussi très dangereux. On ne peut pas savoir à qui il va profiter, puisque quand on va approcher la date butoir, ça sera la chanson, tout le monde va commencer à rappeler à tout le monde, le mandat se termine le 19 décembre 2016 à minuit. Donc il ne sert à rien d'inventer des formules. Je crois que le président de la République, qui n'a pas encore parlé, et c'est ça sa force, il peut prendre tout le monde de coup, et je le souhaite de tout mon cœur, et dire, moi, je n'ai jamais dit que j'allais réviser la Constitution, nous allons respecter la Constitution, et que tous ceux qui pensent
qui vont comploter avec moi, qu'ils aillent se faire voir ailleurs. Mesdames et messieurs, l'heure est arrivée pour que nous nous mettions ensemble pour obéir partout aux ordres du prophète Esaïe, de déposer les lourds fardeaux et libérer les opprimés, libérer notre peuple qui a tant souffert. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Il faut clarifier ici que le CNDP est à l'ANP. Le Balou n'est pas à l'ANP. Balou est allié à l'ANP. Nous ne sommes pas alliés au CNDP, nous n'avons pas des choses à les reprocher de manière particulière. Bien, alors, Peter, vous avez beaucoup parlé, vous avez dit beaucoup de bonnes choses. Moi, je les résume en 2 points. Premièrement, s'agissant de la qui dans le Grand Lac, vous avez conseillé au gouvernement la diplomatie. C'est regarder en face avec les Rwandais et les Ougandais, parler franchement. Ça, c'est du point de vue diplomatique. Vous avez relevé sur le plan économique les minéraux décents, et là-dessus, vous avez encouragé que le gouvernement encourage, vous avez demandé que le gouvernement encourage la mise en place de cournistes pour qu'on commence à sanctionner. Troisièmement, vous avez encouragé la coopération régionale pour l'exploitation des ressources frontalières.